Chapitre 8. La clé. Les apparences sont trompeuses. Telle sera la conclusion de Théo pour cette heure de pêche à son endroit habituel, où il ne prend pourtant jamais rien. Il y cherche avant tout la tranquillité, laisser libre cours à ses pensées, même s'il revient bredouille. Mais là, un poisson a tout de même mordu à l'hameçon d'un fil bien trop fin relié à sa frêle canne à pêche. Comme quoi. Au final, il sera relâché, Théo s'amusant à féliciter le poisson pour sa pêche. Théo, 10 ans, passe son après-midi du mois d'août chez lui, à Neuville. À 2 pas de son appartement, sur les bords du fleuve, il profite du soleil, attendant le retour de vacances de ses amis du quartier, qui d'ailleurs ne lui manquent pas tant. Théo apprécie les banalités. L'herbe verte du bord à peine humide, la tranquillité du fleuve, le bruit du vent dans les arbres semblant lui parler. Il met son téléphone sur vibreur, rangé dans son sac. De toute façon, à part sa maman, il n'attend pas de coup de fil. Puis, rêvassant, il guette ce bouchon, au bout de sa canne, immobile. Ce qu'il veut faire plus tard, il n'en sait rien, il s'en fiche. Théo ne comprend même pas les réponses des autres à cette difficile question. Comment peut-on avoir une réponse à son âge? Théo pense à maintenant, pas à plus tard. Il rêve, bien sûr. Mais pas d'île déserte avec des cocotiers, ni de célébrités. Alors, devant les copains, ancré dans l'air du temps, de la télé et d'Internet, Théo se camoufle. Fin d'après-midi. Théo doit rentrer. Monsieur Lamiard, un voisin trentenaire en pleine force de l'âge, sort du bâtiment accompagné d'une grande et belle blonde. « Alors, ça mord, champion ?» demande-t-il. « Comme vous, monsieur Lamiard. »« Comme vous, » répond Théo en s'engouffrant dans le bâtiment. « Lâche rien, fiston !» conclut-il, ne pensant plus sur l'instant avec sa tête, sinon aux jolies fesses rebondies de sa belle ondulant sous ses yeux. Allongé dans son lit, Théo lit les messages de son téléphone. Son copain de classe Bruno lui annonce qu'il revient de vacances et l'invite à l'anniversaire de son frère. Il fête ses 13 ans le week-end prochain. Bruno peut aussi inviter ses amis d'école, eux-mêmes pouvant venir avec des amis. Une grande maison, un grand terrain, un après-midi pour les uns, davantage en soirée pour les plus grands, on est moins regardant sur le nombre d'invités. Pourquoi pas? L'occasion de finir les vacances en beauté, de revoir les copains avant son CM2. Ne voir personne avant le véritable début de ce CM2? Pourquoi pas aussi? Le lendemain, Théo repart à la conquête du poisson opportuniste, avant tout prétexte à ses affabulations quotidiennes. Persuadé de son chou blanc certain, Théo s'accorde un papier et un crayon pour s'adonner au dessin. Mais avant tout, un passage au cerisier du domaine de son bâtiment pour un petit moment de gourmandise. Nous sommes au milieu du mois d'août et l'arbre coriace donne encore de ses fruits, à condition d'en gravir le sommet. Le pêcheur philosophe en culotte courte, bien équipé d'un sac de cerises et de son baluchon de pêche, décide de pousser un peu plus loin sa quête du poisson. Continuant tout droit le chemin de halage servant jadis à arrimer les bateaux sur le quai de Neuville, il s'assoit sur le bord d'un parvis. Le petit Théo n'est pas seul. Des promeneurs ici et là, mais qu'importe. Une modeste compagnie dans ses idées peut aussi inspirer. Les clapotis de la Saône, accompagnant le va-et-vient chaotique de son bouchon devant le pont de Neuville, sur le parvis des Frères Lumière, berce son crayon sur sa feuille à dessin. Toujours accompagné d'un poème sur la ville qu'il aime relire. Alors j'en étais où, moi? Neuville, Neuville, ville phare lumière du lion de ma neuve vie. Pont de Saône, nid des cygnes, lit des songes de nos vies en scène. Ah merde, putain, fais chier! S'écrie une jeune fille derrière lui. Bon, ok. Reprenons. Neuville, Neuville, ville phare lumière du lion de ma neuve vie. Pont de Saône, nid des cygnes,
lit des songes de nos vies en scène. Pont de Neuville, 3 arcs armants, vaillants, archers, ciblant les peines. Neuville-sur-Saône, debout contre tempête, non lasse de la longue nuit. Eh ben, le jour où je pourrais écrire un truc pareil. Et merde, encore raté, s'exclame toujours la même fille. Théo, se retournant, découvre une jeune fille, de son âge paraît-elle, assise sur les marches des escaliers descendant sur le parvis. Elle tient dans sa main un Rubik's Cube, qui semble persister à vouloir rester dans son douillet KO. Théo s'approche d'elle, curieux de cet engouement rétro. Salut, tu fais quoi ? J'essaie de me souvenir des mouvements que je dois faire à cette étape et ça me rend folle, bordel ! Ah, ok. Mais il est bizarre ton cube, non ? Enfin, il est juste énorme. C'est un 10 x 10 x 10. Le plus connu fait 3 x 3 x 3. Mais c'est trop facile maintenant. Ah, oui, ok. Bon, j'ai compris, toi t'es balèze. Le problème c'est que si tu te plantes ici, tu reviens en arrière. Faut faire plein de trucs. T'as forcément la solution. Je pense que si t'en es au 10 x 10 x 10, tu as fait le 9 x 9 x 9, le 8 x 8 x 8. Donc, c'est exactement ça. Je connais le truc, mais je me gourre. Regarde-le. Concentre-toi. La jeune fille, apaisée par le calme de Théo, suit ses recommandations, regardant avec attention le Rubik's Cube. Sur toutes les faces, sur toutes les centaines de mini-cubes qu'il contient, leurs arrangements, en ne manquant pas de piocher dans les délicieuses cerises de Théo. Elle se remémore toutes les étapes, en les mimant de ses mains, sous le regard de Théo, intimidée mais déjà sous le charme de cette petite brune aux yeux bleus. Doucement, elle saisit le Rubik's Cube de ses 2 mains, puis exécute une suite de mouvements. Face avant demi-tour, face du haut à droite, face de gauche en bas, face de droite en bas, face avant demi-tour une nouvelle fois, face de gauche en haut, face de droite en haut, face du haut à droite et la face avant en demi-tour. La dernière suite de mouvements enfin retrouvés achève le cube. Tu vois ? Yes ! Enfin ! Bravo, c'était impressionnant. Merci à toi. Ah bon, je vais commencer un autre truc maintenant. Faut que je trouve. Le 11 x 11 x 11 ? Dit-il en souriant, ne pensant même pas à son existence. Non, aucun intérêt. J'ai envie d'autre chose. Ah, ok. Tu t'appelles comment ? Théo. Et toi ? Elisabeth. Enchantée. Alors c'est ton truc ça ? Oui, je m'occupe la tête comme ça. Casse-tête chinois, Rubik's, énigme. Faut de tout pour faire un monde. Ça me change des discussions entre copines. Elles me saoulent. Mais là, ça va, elles sont en vacances. Elles reviennent pas avant la fin de la semaine. Ouais, moi c'est pareil. Ils me saoulent aussi parfois. Mince. Je dois déjà rentrer malheureusement, dit Théo, voyant l'heure à sa montre. Je serai là demain. Toi aussi ? Peut-être, répond la jeune Elisabeth à un tantinet espiègle au timide Théo. Il remballe ses affaires, sa canne à pêche qui aura une fois de plus fait acte de présence dans le fleuve, et repart en direction de son appartement, sur ce long chemin de halage où, déséquilibré par le sourire en coin d'une tête en l'air, marcher droit devient étrangement plus difficile. Le lendemain, réveillé dans une relative douceur par son chat noir au nom évocateur de Batman, et tenté comme il pouvait d'accélérer le temps par ses 100 pas, il désire tout de même remplir à nouveau son sac de cerises en offrande à la reine du cube. Seulement, de sa fenêtre, l'apocalypse fruitière frappe. Des élagueurs viennent couper les branches du cerisier. Pour son bien, il sera d'autant plus beau l'année prochaine. Mais descendu comme pour constater les dégâts, Théo reste abattu. Marchant autour de l'arbre, catastrophé de perdre ce sac de cerises, lequel aurait volontiers servi de lien avec Elisabeth, avec laquelle les points communs demeurent assez mineurs, semble-t-il. Soudain,
Théo remarque un objet au milieu des branchages et autres feuilles, qu'il dégage un à un. Une boîte en bois, usée, mal en point, détériorée. On a dû la perdre. Mais intrigué par l'objet, Théo l'emporte chez lui, avant de rejoindre Elisabeth. Chaque chose en son temps. Il dépose la boîte dans sa chambre et rassemble son nécessaire avant de sortir. Théo arrive à quai, par le chemin de halage avec son baluchon de pêcheur. Assise à son endroit, Elisabeth, l'attendant éperdument, elle tourne sa languissante tête pour enfin croiser son regard. Son triste visage laisse place à une illumination de joie et d'espoir. Se dressant fièrement sur ses petits talons noirs, elle court à la rencontre de l'homme de sa vie que la guerrière mère a bien voulu lui rendre. Ainsi, Théo semble goûter à une autre forme de rêverie poétique que le simple « Salut la forme » d'Elisabeth lui inspire. « J'ai 10 ans en fait. T'as quel âge ?» lui demande-t-il lançant sa ligne. « Hé, on demande pas ça à une dame, ça se fait pas. Et c'est quoi cette petite griffure là ? T'as croisé Wolverine ? » Presque. Batman, mon chat. Non, sérieux, Batman ? Oui, un chat noir. Il déteste le calme, on sait pas pourquoi. Il surprend toujours les gens en leur sautant dessus. La plupart du temps, il fait pas de mal. Mais des fois, tu dors, il en a rien à foutre, il te saute dessus. Genre, c'est un super-héros qui sent le danger, quoi. Énorme. C'est toi qui as trouvé ce nom ? Oui, il est adorable, mais il est ouf. Trop fort. Batman, quoi. Génial. T'es du coin ? Demande Théo. Oui, mon père est à Fontaine et ma mère à Genève. Mais pourquoi tu viens à Neuville ? Je sais pas. J'aime bien ce coin. Ça me fait prendre l'air. C'est pas trop nul, les parents séparés ? Non, ça va. Ils s'entendent bien. Un coup chez l'un, un coup chez l'autre. Comme la plupart de mes copines. Ma cousine aussi. Tu sais maintenant. Tes parents sont ensemble, toi ? Moi, j'ai que ma mère. Ah merde, je suis conne. Désolée. Non, t'inquiète. J'étais bébé, j'ai pas connu mon père. Ça craint. T'es en CM2 en septembre ? T'es à l'école de Neuville ? Oui, j'ai toujours habité à Neuville. Il y a toute ma famille ici. Mais on n'est pas beaucoup, ça va. Pareil. Petite famille pour moi aussi, une tante, une cousine. CM2 ? Et tu veux faire quoi plus tard quand tu seras plus grand ? Demande-t-elle en rigolant. J'en sais rien du tout, je m'en fiche. Et toi, tu veux faire quoi ? Casseuse de tête professionnelle ? Dit-il en souriant. Non, je sais pas. J'ai une amie, sa sœur qui est au lycée, elle sait même pas, je te jure. On sera bien vite là. En attendant, pas trop donner de soucis aux parents et leur dire que l'on croit toujours au Papa Noël, ils aiment bien. Ah mais c'est trop ça. Ah, c'est toi qui as fait ça ? Dit-elle en voyant un coup de crayon de Théo représentant un bord de Saône. Ah oui, j'essaie. T'es super doué. Faut être vachement patient pour ça, j'en serais incapable. On détaille autrement les choses. Parfois de loin, c'est pas beau. Alors que de près, si. Ou alors c'est l'inverse. Mais moi, c'est pareil avec tes machins là, comment tu fais ? Il faut réfléchir et chercher de l'aide quand on sait pas. Des fois, on apprend juste et on adapte à d'autres problèmes. On se rend compte que c'était pas si dur après. C'est drôle. Ça m'amuse beaucoup. T'es voir ce que tu as ? Dit-il en s'approchant de son sac à dos. Hé ! On fouille pas dans le sac d'une dame ? Ça se fait pas non plus, avertit-elle en lui tapotant la main. Tiens, celui-là, il est facile. Tu dois séparer les deux objets métalliques. Comme tous les enfants de leur âge que l'on pense si immatures, mais qui attendent leur tour dans la file d'attente de la vie, devant la télé ou sur Internet, créant des contacts, les supprimant, ayant des idées, les annihilant, oubliant trop souvent l'être à l'avoir, subsistent des petites bulles par-ci, par-là. Ici, Théo et Elisabeth continuent leur discussion autour de divers sujets, malgré leur jeune âge. La logique Elisabeth tente d'expliquer un casse-tête chinois à Théo. Son bouchon coule. Un poisson a de nouveau mordu. Mais occupé à l'initier au dessin du pont de Neuville, cela attendra. Allongé sur son lit, Théo repense à Elisabeth.
Mais au fait, rien ne l'empêche de venir avec elle à l'anniversaire du frère de son ami Bruno. Ce serait même cool. Il ferait une sacrée impression. Un léger détail, pourtant. Une trouille atroce l'envahit à présent. À 10 ans, ce n'est pas si facile, même en toute amitié. Heureusement, ses réflexions sont soudainement interrompues par Batman, le chat noir, venant sauter sur le suspicieux téléphone de Théo. Le soleil se couche. Le temps s'assombrit. Théo se lève, évacue en manu militari le matou super-héros, manifestant son désaccord par un miaulement rauque face à cette injustice. Il allume sa lampe de bureau, éclairant la boîte en bois juste en dessous. Tiens, il l'avait presque oublié. Une relique trouvée par Theo Jones. Sa place est dans un musée. Du calme. Voyons cela de plus près. Théo revient de la cuisine avec le nécessaire au nettoyage de l'énigmatique objet, tout de même bien amoché. Le bois désastreux, le vernis presque parti. Elle semble avoir été mordillée au minimum par un loup-garou. Avec toute la délicatesse et la dextérité d'un enfant, Théo frotte, ponce, retire eau, terre, feuilles, bouts de branches. Il dégage les arêtes des parties de bois qui la constituent. Il distingue des arabesques sur le dessus, ou des genres de motifs orientaux. En tout cas, ce n'est pas une boîte d'enfant de son âge, ni de celle qu'il croise d'habitude en magasin. Théo poursuit son nettoyage. Son bureau entre dans un piteux état, sacrifié sur l'autel de la science. Ou pour toute autre chose, il n'en sait rien. Car toute boîte a son contenu. Quel est le sien? Mince. Il n'avait pas songé à cela. Espérons que c'est un trésor, mais qu'il ne soit pas volé. S'attaquant au dos, il distingue des inscriptions en bas, qu'il ne parvient pas à lire. Il a beau s'approcher de la lampe de bureau, mais rien n'y fait. L'usure et la dégradation sont trop marquées. Il ne lit qu'un mot ressemblant à « Neuville-sur-Saône » en frottant un crayon contre un papier collé à la boîte. Continuant son nettoyage sur le dos de la boîte, Théo remarque 2 petites charnières. Plus de doute, il s'agit bien d'une boîte et elle s'ouvre. Elle s'ouvre? Mais comment? Si les charnières sont de ce côté, l'ouverture devrait se faire de l'autre. À cela près qu'il ne trouve absolument rien, à part cette toute petite lamelle de bois en face, semblant se détacher du reste des autres, pourtant parfaitement identiques. Théo ne veut pour rien au monde mutiler cette pauvre boîte, elle a déjà bien souffert. À l'aide d'un couteau, il soulève avec délicatesse la lamelle. La boîte révèle une petite serrure. Tout cela a l'air extrêmement excitant. Mais que faire? Théo pêche, il ne tue pas. Il ne va tout de même pas briser cette boîte en 1000 morceaux sous prétexte qu'il ne possède pas la clé, ni s'en séparer. Il y a forcément une solution. Elisabeth. C'est un dilemme à sa mesure. Vu l'heure, il lui enverra un SMS demain. Personne n'a dit qu'un gentleman devait au minimum être en âge de se raser. Théo reste un galant homme. Inutile de brusquer Elisabeth en la dérangeant à une heure tardive, même par un message. Il se couchera comme un prince. À moins que Batman n'en décide autrement. Le lendemain samedi, Théo n'est pas bien réveillé devant son chocolat, notamment à cause de Monsieur Lamiard, le voisin du dessus, et de sa nouvelle conquête, qui se sont bien amusés toute la nuit. Ah, ces adultes. Mais un autre sujet le préoccupe. À son réveil, il a déjà un message sur son téléphone. Son copain Bruno à propos de l'anniversaire. Théo compte-t-il venir? Bien évidemment, Théo songe à la jolie brune Elisabeth, plus que de raison. D'ailleurs, il doit la contacter pour la boîte en bois. Cette histoire hallucinante lui servira de tremplin. « Hello, tu fais quoi cet AM? On peut se voir? »« Ouais, no problème. Lieu Ab, mais vers 16h, ça te va? » Ok. Théo rumine. S'occupant comme il peut dans le désordre complet de sa chambre, laquelle reflète la confusion de son jeune esprit. Lui, si bohème d'habitude, se voit stressé par cet anniversaire. Il n'a pas envie d'y aller seul, ni de rester chez lui au final. Il passe de bons moments avec sa jeune amie Elisabeth. Il ne sait pas à quoi s'attendre à la rentrée en CM2, dernière étape avant le collège.
Il ne pourra peut-être plus la voir après. Va-t-elle l'oublier une fois ses amis revenus? Est-il un simple bouche-trou? Oh, avec les siens, il en a plus ou moins l'habitude. Il joue même de sa disponibilité à sa guise, au gré de ses envies, passant de l'un à l'autre. Puisque ses pensées divergent, pourquoi s'épuiser? Gardons les bons souvenirs. Mais la différente Elisabeth lui ressemble, mal à l'aise dans son entourage trop superficiel. Il a bien vu l'étoile dans ses jolis yeux bleus, pour une simple explication de casse-tête chinois. Et Théo n'est pas le meilleur public pour ce genre de mathématiques, loin de là. C'est son univers à elle, pourtant elle était motivante. Théo a tout compris. Il a aussi le sien, et l'espace d'un moment, il a pu lui montrer. Et maintenant? À présent, cette boîte en fait partie. Théo a besoin d'elle. L'heure arrive. Il se prépare à sortir, mais sa maman l'arrête. « Hop! Vous allez où, monsieur ?»« Près du pont. »« Du tout, jeune homme. Tu as vu l'état de ta chambre? C'est une blague? Il y a l'Amazonie et le Grand Canyon sur ton bureau. Hop! Nettoyage !»« Mais... maman, c'était pour la science !»« Je veux pas le savoir. Je sors faire les courses. Je veux me voir dedans à mon retour. Un peu de chimie et de sport ne te fera pas de mal. » L'errant pêcheur, poète, bohème, aventurier, escaladeur de cerisier, dessinateur, archéologue, timide gentleman, n'a toujours que 10 ans. Et c'est tout le problème. Maman a parlé. Théo devient assigné à résidence jusqu'à nouvel ordre. Il prévient tout de suite Elisabeth de son contretemps. Morte de rire. Mais arrête, c'est pas drôle. T'es puni parce que t'as pas rangé ta chambre. Trop fort. Ouais, mais j'en ai pour des heures, là. Non, mais je suis déjà en chemin, me fais pas ça. Je viens de chez mon père, en plus. Fontaine, c'est plus long. Bah, on fait quoi? Donne ton adresse. Je vais te filer un coup de main. On sort après. Théo accepte, n'ayant au final pas d'autre choix, préférant cela à faire patienter son ami jusqu'à ce qu'il soit disponible. On ne fait pas attendre la reine Elisabeth. Il lui explique la façon de venir chez lui, heureusement assez simple. Une demi-heure plus tard, Elisabeth sonne à la porte. « Salut, ça va ?» demande Théo. « Ouais, ça va. »« Bon, go !» s'exclame-t-elle. Théo est surpris. Elisabeth, d'habitude si détendue en sa présence, paraît préoccupée à son tour. Mais c'est un gentleman qui, muni d'un gâteau et d'un soda préparé avec soin pour son hôte, parvient en effet à la retrouver confiante. Puis, il la conduit sur les lieux du crime. « Ok, donc c'est bien une chambre de garçon, pas de doute, » dit-elle sur un simple coup d'œil. « J'ai un peu... abusé, c'est vrai. » Théo, ne voulant aucune distraction, avait pris soin de ranger la boîte. Sur les conseils de l'organisée logicienne Elisabeth, linge, jouets, draps et dessins sont rangés en un tour de main. Un sac poubelle par ici, un coup de balai par là. Théo dépoussière, Elisabeth nettoie les vitres. Le général maman a ordonné, le caporal Elisabeth a exécuté, le soldat Théo peut être fier. Sa chambre n'a jamais senti aussi bon, n'a jamais été aussi propre en une petite heure. « Bon, maintenant il faut que tu partes, » ordonne Théo. « Hein? Quoi? Déjà, mais pourquoi? Parce que si ma mère voit ça, on va se taper tout l'appartement. » N'empêche, on se sent bien ici, non? T'es content du service? Justement. Assieds-toi. Théo, en pleine confiance, présente enfin la relique à Elisabeth. Il tire les rideaux et allume la lampe de son bureau. « C'est quoi ce truc? » demande-t-elle. « C'est une boîte que j'ai trouvée, sur le terrain, juste à côté du cerisier. »« Ok, » dit-elle en la regardant. « Et alors? » Ben, regarde. En bas, là, il y a marqué Neuville-sur-Saône. Je sais pas pourquoi. Ensuite, ici, il y a des charnières. Tu remarques rien? Là, tout de suite, non. Ben, comment tu l'ouvres? Elisabeth contemple la boîte, la tourne dans tous les sens, puis parvient à la réponse attendue. J'en ai aucune idée. Ben voilà.
Il y a des charnières, mais on peut pas l'ouvrir direct. Mais attends, regarde ça, dit-il en lui montrant la lamelle décollée. Une serrure? Sérieux? Oui. Oh, je sais ce que c'est. Quoi? C'est une boîte casse-tête. Mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Une quoi? Une boîte casse-tête. Une boîte qui ne s'ouvre qu'en suivant une suite de manipulations précises. Bien sûr que tu dois trouver. Mais ça veut donc dire que... La clé est quelque part. Elle est là. Il faut la trouver. Elisabeth, concentre-toi. Tu peux trouver, j'en suis sûre. Regarde la boîte. Elisabeth observe avec concentration la boîte qu'elle porte dans ses mains. Elle s'approche de la lumière, la tourne à gauche, à droite, la retourne, d'une gestuelle assurée par ses doigts fins. La clé est là, se répète-t-elle à voix basse. Mais non, c'est pas possible. Quoi? Quoi? Tu as trouvé? Elisabeth plonge la main dans son t-shirt et sort la chaîne portée autour de son cou. Attachée à elle, une clé. Sous les yeux de Théo, hallucinée, elle insère lentement la clé sous la fragile lamelle de bois recouvrant la serrure sur la face avant de la boîte en bois, inconnue il y a encore 10 minutes, qu'elle tient dans sa main sous la lumière de la lampe de bureau. La clé entre. Avec une extrême douceur, elle tourne la clé. Hurlent ensemble deux jeunes gens apeurés par le sursaut de Batman, le chat noir surgissant sur le bureau, faisant lâcher des mains d'Elisabeth la boîte. Se cognant contre le bureau, la lamelle de bois se replace, occultant définitivement la serrure. « Batman !» hurle Théo. « Méchant chat !»« C'est quoi ce délire ?» ajoute Elisabeth, encore hébétée. « Oh merde ! La serrure !» dit-il en regardant près de la boîte. « Elle est obstruée. On peut rien faire ? Bah, non. Il faut connaître la manipulation pour dégager la lamelle. Et donc la serrure. Et cette clé ? Tu la sors d'où, cette clé ? Comment c'est possible ? C'est à ma grand-mère ? Je l'ai prise dans sa chambre quand j'étais toute petite tellement je la trouvais mignonne. Mais c'est dingue, ça. Théo, on va trouver comment ouvrir cette boîte. Viens avec moi. On prend le bus, dit-elle en lui prenant la main. Ok, ça marche. Hein ? Quoi ? Le bus ? Mais j'ai même pas d'argent, on va faire comment ? On trouvera bien une solution. Fais-moi confiance. Théo et Elisabeth sortent de l'appartement, clé autour du cou, boîte en main, et rêvent plein la tête d'en percer le mystère. Ne sachant pas ce qui les attend au bout de cette route, s'annonçant comme frauduleuse en l'absence de ticket de bus, les intrépides nomades de la vie prennent ensemble ce petit bout de chemin de halage, le long de la Saône, où la courageuse Elisabeth se lance. Ok, inspire-t-elle. Est-ce que tu veux venir avec moi à l'anniversaire d'un ami qui fête ses 13 ans le week-end prochain ? Enfin, c'est le pote d'une pote, d'un pote de classe. Je vais pas te refaire toute la chaîne, c'est relou. Un pote à toi fête ses 13 ans ? Lance Théo, se remémorant l'invitation de son copain à propos de son frère plus grand. Alors, si je comprends bien, t'es déjà au collège ? Heureux d'avoir aiguisé son esprit de déduction en quelques jours avec son amie Elisabeth, dont la sensibilité et le tact font oublier les premiers mots entendus d'elle. Ah merde, putain, fais chier. Théo ne se fera pas prier longtemps pour accepter cette honorable invitation. On n'éconduit pas une dame, cela ne se fait pas. Il reste gentleman, ne demandant pas son âge à Elisabeth qui a décidément beaucoup de clés en elle. Celle de l'amitié, c'est certain, dans ce petit monde des enfants d'une dizaine d'années. Les apparences sont trompeuses. Telle sera la conclusion de Théo, à cet âge où apprendre à pêcher est important, mais simplement de savourer le poisson aussi.